démocrate dans cette élection présidentielle. J'ai participé avec d'autres parlementaires européens, je pense à Éric Andrieux, avec des sénateurs, avec des parlementaires comme Guillaume Garot à l'écrire. C'est en fait une reprise de la visée politique qui est la nôtre, et c'est une projection de tous les travaux parlementaires qu'on a pu mener depuis 5 ou 10 ans. Si je devais résumer ce programme social-démocrate, je dirais qu'il est fondé sur le partage de la terre, le partage de la valeur et le commerce équitable. Notre conviction, c'est que ce sont les régulations qui permettent l'organisation des marchés, le marché du foncier, le marché de l'agroalimentaire, qui sont le gage d'une prospérité, d'une sécurité agricole, d'une sécurité alimentaire pour tous. Donc c'est autour de ces propositions que nous avons bâti notre programme. La première mise que nous avons, si nous n'avions qu'une carte à jouer, ça serait celle d'une loi foncière mettant fin au phénomène de dérégulation et d'accaparement des terres et permettant le renouvellement des générations. Deuxième règle d'or serait celle du partage de la valeur au sein des filières. Egalim 1, Egalim 2, nous sommes loin du compte et nous sommes pour la promotion à travers une capacité des organisations de producteurs, notamment à gérer les volumes, à vraiment renverser la construction du prix. Originalité, nous défendons l'idée d'un prix partagé, pas seulement pour les producteurs, mais également pour tous les travailleurs de la terre, pour tous les travailleurs de l'agroalimentaire. Nous rêvons d'un produit construit autour d'une égale dignité de tous les travailleurs de la terre sur une chaîne de production. Enfin, ce dessin s'inscrit évidemment dans un monde ouvert, et nous faisons la promotion d'une souveraineté solidaire, non pas la recherche d'une souveraineté alimentaire qui serait un leurre, une illusion et un mensonge, mais celle d'une contribution positive à une sécurité alimentaire collective. Elle passe par le commerce équitable, elle passe par la régulation des marchés à l'intérieur de l'Europe, des mécanismes de régulation des marchés à l'intérieur de l'Union européenne, mais une capacité surtout dans des traités bilatéraux de nouvelle génération, mais surtout dans un retour du multilatéralisme, de penser une sécurité alimentaire collective pour faire face aux crises, des crises de la paix et de la guerre comme nous la vivons aujourd'hui, mais surtout pour faire face à la crise climatique. L'ensemble de notre programme s'inscrit dans une compatibilité avec la trajectoire préconisée par le GIEC sur l'effort agricole et alimentaire. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Très bien, merci pour vos réponses. Du coup, vu que vous avez parlé du GIEC, eh bien, on va commencer par une question là-dessus. Donc, il y a donc, fin février, le GIEC a rendu son nouveau rapport. Et donc, quelles conséquences sa publication a eu sur votre programme et sur vos propositions politiques, votre programme pour les prochaines années? Ce n'est pas une nouveauté, hein, c'est le volet B du 6e rapport du GIEC. Donc, on en est à une dizaine d'alertes du GIEC. On a bien pris connaissance, et Valérie Masson-Delmotte avait répondu à notre invitation à l'Assemblée nationale pour commenter le rapport TIFA. Vous savez, le rapport TIFA, c'est est-ce qu'on peut nourrir les Européens sans pesticides? C'est une étude qui a été menée par l'IDRI, notamment, filiale de Sciences Po, avec le concours de différentes écoles d'ingénieurs et de chercheurs. Nous inscrivions dans cette perspective et nous avions demandé à Valérie Masson-Delmotte de confirmer que cet effort TIFA et cette capacité de sécurité alimentaire européenne et de coopération équitable avec le Maghreb, notamment via la Méditerranée, était compatible avec la trajectoire de la COP21 et les révélations de l'impact agricole, des pratiques agricoles et de la déforestation sur la dégradation du climat. Donc nous sommes complètement dans cette prise en compte d'une triple... En fait, tout l'enjeu, et notamment pour les ingénieurs que vous êtes, c'est d'être demain les justiciers, permettant un arbitrage heureux entre les impératifs de lutte contre le dérèglement climatique, de sécurité alimentaire et de protection de la biodiversité, les trois étant évidemment intriqués. Très bien, merci pour cette réponse. Et du coup, sur quel modèle agricole ou plusieurs modèles agricoles se base le programme que vous défendez pour l'avenir de l'agriculture? Moi, je me suis toujours méfié de ceux qui disent qu'il ne faut pas opposer les modèles ou qu'il n'y a pas de modèle. En fait, si on n'a pas de modèle, c'est des modèles dominants qui l'emportent. C'est la loi du plus fort. Le plus fort, c'est un agrandissement démesuré. C'est la séralisation de notre territoire et c'est une perte de valeur ajoutée économique, écologique et sociale pour notre territoire. Donc, si on dit qu'on n'a pas de modèle, c'est qu'on vous laisse, en fait, on laisse un modèle dominant. Alors, il n'y a pas de modèle unique
y compris à l'échelle française, mais il peut y avoir un modèle de référence et un modèle que nous cherchons à atteindre tous. Pour nous, c'est la polyculture élevage, c'est l'agroécologie, une agroécologie plutôt intensive au vu là, du rapport du CIRA de l'INRA dans le cadre d'Agrimonde, qui nous disent que sans cette agroécologie intensive, sans cette capacité à mettre en valeur tous les écosystèmes, toutes les terres du monde, on a besoin de tous les paysans du monde et toutes les terres du monde, on ne pourra pas nourrir 9 milliards 7, 10 milliards d'habitants en 2050. Donc notre visée, c'est 10 milliards d'habitants en 2050. Et pour ça, il faut une agroécologie intensive partout. C'est le modèle qui va bien. Il faut par ailleurs des systèmes de commerce, de stockage, de flux, de régulation multiples. Mais d'abord, à la production, et avant même de lutter contre le gaspillage, bien sûr, c'est une agroécologie intensive. J'essaie de ne pas être trop long, c'est ça, hein. Oui, bah là, c'est parfait. Là, vous avez tenu Alors, on une continue. sur les deux. Donc, si on continue sur cette lancée, justement par rapport à ces mesures, dans ce cadre, comment tenez-vous compte de la compétition internationale et des traités aussi qui sont mis en place entre l'Union européenne ou alors le CETA ou la TAFTA? Oui. Alors, cet argument qu'on ne réforme pas l'Europe ou la France parce qu'il y a une compétition mondiale, moi, j'ai entendu pendant 5 ans lorsque je défendais le devoir de vigilance des multinationales. Ce devoir de vigilance des multinationales qui protège les droits humains et de l'environnement dans les chaînes de production mondialisées en faisant porter une responsabilité juridique sur les donneurs d'ordre, c'est-à-dire ceux qui détiennent le capital et le pouvoir économique. Aujourd'hui, non seulement elle existe en France, mais elle fait école puisqu'une directive européenne est sortie. Donc je crois que c'est le courage des nations et des communautés de nations qui fera changer le monde. Et on est sur une décennie capitale. Donc, ce n'est pas parce que le Brésil, la Russie ou je ne sais quel pays d'Asie a fait un autre choix de développement agricole que nous devons nous aligner sur lui. Ça serait une folie. Donc, il faut se battre pour des clauses miroirs. Il faut défendre un modèle agroécologique, un modèle équitable, un modèle de partage. Et ce modèle coopératif et innovant sur le plan de l'agroécologie, avec toute une facette d'innovation qui sont déjà en gestation dans les laboratoires et sur le terrain, eh bien, ce modèle-là, il faut le partager et le proposer au monde. C'est la vision de l'Europe qui est la nôtre, en tout cas, parce elle doit être acteur dans la mondialisation à travers des traités bilatéraux et multilatéraux de ce type d'échange. Autrement dit, ce que nous défendons pour notre propre santé et la santé de nos sols, nous devons l'exiger pour les personnes avec qui nous échangeons et nous coopérons à l'autre bout du monde. Un mot juste sur les échanges, je crois qu'il faut peut-être en réduire le volume. Certains sont absurdes et procèdent un petit peu d'une logique Shadok. On a une formule, il faut échanger juste ce qu'il faut et il faut l'échanger de façon juste. Très bien, merci. Et donc justement, là, vous avez mentionné l'Union européenne. Que pensez-vous des arbitrages effectués pour la nouvelle PAC? Ouais, beaucoup de bruit pour rien. À la fin, il y a une vraie ambition européenne. Il y a quelques ambitions, notamment en matière de régulation des marchés. Eric Andrieux, les parlementaires sociaux-démocrates, d'autres ont fait un travail qui est la fin du dogme néolibéral des organisations des marchés. Il y a un petit retour à l'organisation des marchés. Il y a l'ambition de Farm to Fork, de la fourche à la fourchette, qui s'affiche avec l'ambition de baisse des pesticides, qui est très bien venue, d'un modèle agroécologique, d'un modèle autour du concept d'une seule santé. Ça, c'est vraiment une très belle trajectoire. Elle s'inscrit dans le Green Deal, dans un nouveau récit européen. Et quand on arrive sur l'application française, puisqu'il y a une très grande subsidiarité pour les États-nations, eh bien, on a une pauvreté qui est incroyable et qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et en fait, cette PAC, elle vient surtout pour l'essentiel, même s'il y a des petites avancées ici ou là, pour l'essentiel, encore une fois, elle vient conforter les intérêts économiques dominants aujourd'hui. Elle ne remet pas en cause du tout l'allocation inéquitable des aides publiques. Et d'autre part, elle infléchit très peu les pratiques agroécologiques, enfin, trop peu par rapport aux enjeux climatiques et de biodive qui sont devant nous. Vous savez, le maintien d'une agriculture de production dont j'ai entendu les échos récemment, c'est d'abord la protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Alors là, j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu l'écran. Si vous pouvez me remettre sur l'écran. Oui. Pardon, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, vous voyez bien je les questions, mais c'est pas grave. On roule, on y va. Oui, il est plus dessus. Donc ça, la prochaine question a été posée à Monsieur Coste. Étant donné donc la déprise agricole que l'on constate,
et les enjeux de sécurité alimentaire, comment est-ce que vous anticipez le départ à la retraite d'environ 50% de la population Et agricole? ça fait 8 ans que les socialistes, et j'anime ce débat, se battent pour une grande loi foncière, sans succès aujourd'hui, pour différentes raisons. Avant tout, le conservatisme récemment du gouvernement et je crois le manque d'ambition de la profession en la matière. Or, c'est absolument capital. Il n'y aura pas sans justice foncière, il n'y aura pas de relève générationnelle. Sans relève générationnelle, il n'y aura pas d'agroécologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défendre l'agroécologie uniquement sur des micro-parcelles, sur des micro-pratiques, etc. Il faut défendre un modèle de polyculture élevage. Or, ce modèle de polyculture élevage et son extension et son intensification sur le territoire passe par une relève générationnelle. Elle est impossible si la PAC, d'une part, prime l'agrandissement et si, d'autre part, des dérégulations majeures sur le plan juridique, tant dans l'usage que dans la propriété, favorisent des sociétés et le travail à façon. Donc, on a un défi colossal. C'est un choix politique. On a besoin aujourd'hui que se lève parmi vous de nouveaux Pisani pour relever le défi de la justice foncière et du partage de la valeur. Ok, bon, on a fait quelques modifications là à l'écran. Est-ce que vous voyez une amélioration? Je vous vois en plein écran, c'est sympa. Super. Ouais, Pisani Alors, président à fond, mais vraiment, si je suis, voilà, si on est au pouvoir, mais en tout cas, moi, si je suis réélu, on organise ensemble un colloque qui reprend l'esprit et l'audace d'Edgar Pisani. On en aurait sacrément besoin aujourd'hui. Dans les questions publiques après. Alors ensuite, justement, parce qu'on parle de l'agriculture, mais on peut aussi parler de la consommation. Selon vous, quels sont les enjeux des régimes alimentaires et de leur changement, puisqu'on constate des régimes alimentaires qui prennent de l'ampleur et qui sont, entre guillemets, plus alternatifs, par exemple? Vous reprenez les six scénarios dressés par l'analyse d'Agrimonde faite par le CIRAD et l'INRA. Ça dit quoi? Ça dit que quel que soit l'imagination qu'on peut avoir pour l'aménagement du territoire, les modes de production et tout, si on ne change pas les régimes alimentaires, on est obligé d'aller taper dans la forêt et par millions d'hectares. Donc on accélère le dérèglement climatique et c'est un système mortifère. Donc la seule solution, c'est non seulement toutes les régulations que j'ai évoquées sur le foncier, l'installation, le partage de la valeur, et l'organisation des producteurs, mais c'est également, et bien sûr, un changement de régime alimentaire. Alors, il impacte nos modes de vie relativement modérément. TIFA comme CIRAD nous disent qu'on passe de 40 à 25 kilos de viande. On a fait le même mouvement pour le vin et ce n'est pas un changement de civilisation, c'est simplement un changement de mode de vie qui est parfaitement acceptable. Il faut accélérer ce mouvement, donc c'est le rééquilibrage avec les protéines végétales, vous connaissez ces sujets par cœur. C'est aussi l'autonomie protéique de l'Europe pour éviter les phénomènes de déforestation importée. La prise de conscience est là. Les premières mesures, y compris européennes, sont évoquées via le devoir de vigilance ou des mesures sectorielles. Donc, il faut accélérer ce mouvement d'autonomie protéine, d'augmentation des protéines végétales dans l'alimentation. Il faut requalifier les modes d'élevage que nous devons absolument défendre dans les équilibres de polyculture élevage et la place de l'herbe comme puits carbone et comme source de biodiversité. Bref, il faut repenser. Vous savez, les États généraux de l'alimentation avaient dessiné un immense dessin en la matière. L'atelier 11 des États généraux de l'alimentation dessine tout cela parfaitement. Ça a été voté à 90%. Malheureusement, les textes de loi qui ont suivi ont été un catalogue de mesurettes qui n'étaient pas du tout à la hauteur d'une loi d'orientation qui était attendue. Donc, bien sûr, il faut changer les régimes alimentaires, les modes de production. C'est la clé. Tout se tient. Le verrouillage est systémique. Le déverrouillage doit être systémique. Il va de la fourche à la fourchette ou de l'assiette à la fourchette, comme vous voulez. Et l'enjeu n'est pas d'abord les débats sur la part du végétal et de l'animal dans nos pays riches, il est celui de l'évolution des habitudes alimentaires dans des pays émergents comme l'Inde, la Chine et d'autres. Donc tout appelle à une régulation de la puissance publique, à une révolution culturelle sur l'alimentation. Elle est à notre portée. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut nourrir 10 milliards d'habitants. C'est un élément de paix et de sécurité extraordinaire. Ça passe, encore une fois, ce n'est pas le marché qui est la réponse. Ce n'est pas le productivisme ni le marché. Ça, c'est un leurre, c'est une légende. Et ce n'est pas non plus une écologie déconnectée des régulations économiques et sociales. C'est évidemment des régulations massives telles qu'on les a inventées après-guerre, notamment sur l'organisation des marchés, avec la PAC, avec la naissance de la politique agricole commune, et telles qu'on les a inventées pour organiser le monde coopératif et le marché foncier. Il nous faut ce niveau d'audace et de réinvention à l'aune des défis du 21e. Merci pour cette réponse. Je vais vous poser la dernière question commune à toutes les personnes qui vont intervenir ici.
c'est sur Grignon. Donc, vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé l'an dernier avec Oui, le je faisais mariage. partie des signataires. Voilà, et donc la question, elle est assez simple. Comment est-ce que, bon, c'est un cas particulier, vous voyez l'avenir de ce site, Oui, non, mais mais bien plus sûr. largement celui de l'enseignement en J'ai agronomie et en question. environnement en France. Voilà. Voilà. Moi, j'ai beaucoup bossé sur les phytos, hein, sur la question de comment s'affranchir des phytos, sur la phytopharmacovigilance, sur les fonds phytovictimes, sur toute cette question de l'affranchissement des phytos dans les modèles agroécologiques, dans l'innovation technologique et scientifique. Je crois que Grignon peut être un labo pour ça. J'ai un petit reproche à vous faire. C'est un peu corpo, vous avez parlé de Grignon, il aurait fallu parler de l'enseignement agricole. Moi, je suis un enfant de l'enseignement agricole. C'est un grand honneur pour moi de parler AgroParisTech aujourd'hui. Mais moi, je viens de l'enseignement agricole. Voilà, j'ai refait des études par passion personnelle sur des humanités après, mais je viens de l'enseignement agricole. Et je crois beaucoup à la qualité de l'enseignement agricole. Donc, c'est une qualité du développement rural, du développement agricole, agroalimentaire qu'il nous faut déployer avec une histoire extraordinaire qui est celle de Grignon et d'autres lieux. Et ces lieux-là ne sont pas des musées, c'est ni pour les marchands, ni pour faire un musée. Il faut que ça soit un laboratoire du futur. La question, Justement, merci pour votre réponse. Grignon était un exemple, mais c'était surtout pour élargir sur Bien sûr, mais bien sûr. l'enseignement Non, agricole. mais il faut faire de ces lieux-là des labos, bien évidemment, ils sont chargés d'histoire et il faut les charger des questions du futur. Donc, il faut en faire des laboratoires de l'agroécologie. Il faut que ce soit des accélérateurs des mutations attendues. Ça peut être un lieu de diffusion culturelle, mais ça peut être aussi un lieu d'expérimentation extraordinaire. Ça, il ne faut pas le bétonner, c'est évident. Il faut y cultiver la vie à fond. Bien, merci beaucoup pour vos réponses. Là, maintenant, on va passer aux questions du public qui ont été votées par le public et sélectionnées par la modération. Et je vais laisser la parole à Manon pour qu'elle puisse vous poser des questions. Ok, Manon. Bonjour. Bon. Mon son. Hop, ça y est, c'est bon. C'est le changement d'ordinateur, c'est pas évident. Du coup, nous avons deux questions qui ressortent beaucoup du public à vous adresser. Donc, la première, on vous demande est-ce que ce que vous entendez par agroécologie intensive est synonyme de numérique, génétique, robotique, comme nous l'entendons, disons, actuellement, pour ne pas cibler directement le plan France 2030 d'Emmanuel Macron. Donc, est-ce que pour vous, ça peut passer par ces moyens-là? Voilà, Lucie a mis dans le chat la question, donc moi, j'arrondis les bords pour essayer Non, de mais reconnaître. je vois très bien le Voilà. boulot. Ouais. D'accord. Je réponds à ça déjà? Ouais. Oui, je vous propose de d'abord répondre à ça en 2 minutes, et ensuite, je vous poserai la seconde question parce qu'elle est sur un sujet différent. Oui, alors je n'ai ni mépris ni fascination pour cette boîte à outils. Hein, être contre par principe serait assez idiot, y compris les technologies du végétal. Moi, j'ai une démarche ouverte. Ce qui compte, c'est le cahier des charges. À quoi ça sert? À qui ça sert? Je sais pas. À qui ça sert? À quoi ça sert? Voilà. Aujourd'hui, demain, ici, ailleurs. C'est ça la clé de lecture. Mais ce qui par contre, ce que j'aborde, c'est le fait qu'on en fasse la solution. C'est aussi idiot que si sur une passoire thermique, vous installiez un système de domotique hyper sophistiqué sur une baraque qui serait une passoire thermique mal orientée, etc. Donc la priorité dans l'agriculture, c'est l'agronomie. C'est d'abord l'agronomie, c'est l'équilibre, c'est des équilibres des grands cycles de fertilité. Ils passent par une reconnexion de l'élevage et de l'agriculture, le changement des rotations, les mosaïques paysagères, tout ce que vous savez, et toutes les études d'agronomie et toutes les perspectives disent que c'est ça qui est fondamental. Tout le reste, c'est assez accessoire. Qu'on le méprise totalement et qu'on ne s'en serve pas serait une posture qui n'est pas la mienne. Par contre, qu'on le mette au centre et qu'on considère que l'ensemble de ces opportunités technologiques sont la solution serait un mensonge dramatique. Donc l'agroécologie intensive, elle est écologiquement intensive, elle produit de la nourriture, elle produit de la fertilité, elle est féconde aujourd'hui et fertile à long terme, et elle peut passer par l'usage d'outils, de robots, de choses comme ça, mais c'est pas en tant que tel la première élément, c'est d'abord l'agronomie, c'est les hommes et l'agronomie, et c'est l'équilibre du territoire, etc. C'est les cycles de l'eau, etc. C'est la confusion est levée, j'espère, parce que je ne suis pas du tout dans cette. J'ai conclu mon dialogue avec Julien de Normandie sur ce sujet-là. Hein, vous terminez par l'épopée des gadgets et vous avez raté la loi foncière. Bon, l'agronomie, ça passe par le partage des sols. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup, c'est très clair, je pense. Sinon, le public pourra se manifester.
Et effectivement, Et il nous reste, je dirais à Cédric Villani que je n'ai aucun mépris pour la science et la technologie, mais je vais la mettre au service de l'homme et de notre maison commune, cher Cédric. Chez moi, il Ouais, est cher midi. Dominique. Du coup, il peut nous rester 2 minutes si ça vous va, Monsieur Villani, pour commencer pile poil à 10. Et ça nous laisse la question pour Monsieur Potier qui est très synthétique. Donc, il y aura le temps de répondre pour une deuxième question du public. Et comme ça, on commence à 10 pile poil. Avez-vous prévu des changements dans les modes de formation et d'éducation des agriculteurs pour accompagner la transition justement vers l'agriculture, l'agroécologie intensive dont vous parlez, des modes de production plus durables? Et quid des programmes scolaires pour familiariser les jeunes au monde agricole? Voilà, vous avez un challenge de vraiment répondre en 1 minute 30. Ah, d'accord. Ok. Non, moi, je trouve que dans l'innovation d'après-guerre, celle de l'enseignement agricole est une des plus géniales. Elle mêle le socioculturel, l'entreprise, l'enseignement fondamental, etc. Bon, elle a pu se dégrader ici et là, mais par essence, elle est un lieu extraordinaire. Et les écoles d'Inge que je connais, que je côtoie, de l'ENSAIA, AgroParisTech, sont des écoles d'humanisme. Il y a ce lien indéfectible entre l'amour de la terre et un certain rapport aux autres et une passion planète, donc une passion territoire. Moi, je vois cette génération, j'étais parrain d'une promo il n'y a pas longtemps, je suis souvent invité par vous à dialoguer, etc. J'avais un petit regret, je disais à Cédric hier que j'ai croisé dans ce moment tragique de l'adresse du président ukrainien à l'Assemblée, que j'aurais aimé qu'on ait un dialogue tous les deux, l'urbain et le rural, le paysan et le scientifique, autour des questions où on a cheminé pendant 5 ans dans une ouverture intellectuelle. Eh bien, moi, je rêve que les lycées d'enseignement agricole soient des lieux où on enseigne l'humus et les humanités, qu'on le fasse dans une pédagogie active. Et tout à l'heure, je vais voir le film de jeunes du mouvement rural de la jeunesse chrétienne qui ont fait le tour de l'innovation agricole. Il y a plein c'est tous des bac+5 comme vous. Et j'aurais dit, parce que mon fils est dans le coup, et je vais voir le film qui passe sur le coin tout à l'heure là, ils sont 40, 60, ils font le tour des fermes, ils réinventent l'agriculture, ils veulent tous s'installer autrement, etc. C'est génial. Je leur dis simplement, vous n'aurez réussi, et ça c'est le père socialiste qui parle, quand vous aurez embarqué des jeunes qui sont apprentis et que vous entraînerez dans les mêmes aventures. Je rêve que des ingénieurs et des apprentis agricoles fassent les mêmes parcours d'humanité et de passion autour du sol, autour de la nourriture, autour des tracteurs, autour des vaches, des cochons, autour de ce qui est l'essence même des métiers absolument passionnants, des métiers d'avenir, des métiers qui contiennent une grande partie de l'avenir de notre humanité et qui ne peuvent pas être vécus, encore une fois, sans un enseignement des humanités. Donc moi, je rêve de cet enseignement-là, d'une école de la vie, qui soit où on mêle également les publics et on contribue à casser autour d'un dessin commun. Je bossais ce matin avec la métropole du Grand Nancy sur les questions de santé, alimentation et lien au territoire. Et évidemment, il faut mettre l'école d'Inge et l'école de lycée agricole et le centre d'apprentis au milieu de cette dynamique-là. Il faut faire du développement territorial en même temps que de l'enseignement. J'étais trop long, pardon. Pas de souci. Non, Merci à vous, c'est génial ce que vous faites. Bravo. Merci beaucoup. Salut Merci pour votre Cédric, à bientôt. présence.